Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre sur ICI TV la 5e conférence du cycle des entretiens d'ICI 2020-2021 consacrée aux voix de la révolte. Le sujet de cette conférence est l'école du Bauhaus. Nous voilà projetés par ce sujet dans l'histoire de l'Allemagne, dans un cadre historique très précis, dans les années 1918-1933, et même il est nécessaire pour comprendre de remonter avant 1914. Qu'est-ce que la révolte? La révolte, c'est une indignation contre un état de choses. Un individu, des individus, protestent contre une situation, contre une autorité. Et dans l'Allemagne impériale de l'époque, à la tête de laquelle il y a Guillaume II, une partie de la génération des jeunes gens qui sont nés vers 1890 est en rupture avec la situation sociale. En fait, cette Allemagne est dans un état féodal, alors que les formes de vie ont considérablement changé. D'où une insatisfaction de cette jeunesse, une protestation contre les structures politiques. Au fond, il y a deux lignes d'orientation qui se dégagent et qui passent à travers les peintres, les écrivains qui se sont manifestés à l'époque à travers ce qu'on a appelé l'expressionnisme, c'est-à-dire en réaction contre l'impressionnisme, en réaction contre ce qui était précédemment le naturalisme. Et alors, quelle est l'intention de ces jeunes gens? C'est de lutter contre cette Allemagne impériale pour mettre à bas la génération précédente, la génération des pères. Au fond, il y a deux lignes d'orientation qui se dégagent à travers cette génération. La première, c'est le conflit père-fils. Les fils doivent mettre à bas les pères, le père suprême étant Guillaume II. Et l'autre ligne d'orientation, c'est l'appel à un homme nouveau, l'aspiration à un homme nouveau, à une communauté différente de ce qui existe dans l'Allemagne impériale de l'époque. Et c'est sur ce terreau intellectuel que se greffent divers mouvements, dont l'éclosion du Bauhaus à Weimar. En avril 1919, un tract est rendu public de 4 pages avec en couverture une gravure sur bois d'un peintre de cette génération expressionniste, Lyonel Feininger. Lyonel Feininger a peint déjà beaucoup de cathédrales ou d'églises. Et qu'est-ce qu'il montre à travers ce bois gravé? Il montre 3 bâtiments, 3 étoiles et une flèche de cette cathédrale qui se dégage pour monter vers le ciel. Il y a une élévation. Les 3 étoiles représentent vraisemblablement d'un côté la peinture, de l'autre la sculpture, et tout cela, à travers la direction qui est donnée, culmine vers l'étoile représentant, symbolisant l'architecture. Donc, on a une cathédrale qui a été appelée cathédrale gothique, mais ce n'est pas du tout un retour au gothique, un retour au Moyen-Âge. Cette illustration a été demandée par Walter Gropius pour présenter
le Bauhaus dans les 3 pages suivantes. Si effectivement il s'agissait d'une cathédrale gothique, Gropius l'aurait demandé explicitement et il n'aurait pas représenté de cette manière, Lionel Freininger, cette cathédrale. Il aurait au moins représenté l'intérieur puisque les voûtes sont représentatives à l'intérieur de l'architecture gothique. Donc il ne s'agit ni d'un retour au gothique, ni d'un retour au Moyen-Âge, mais d'une aspiration vers quelque chose de nouveau. Et le programme qui suit marque bien cette aspiration. Le programme nous dit que l'architecture est le but de toute activité créatrice. La compléter en l'embellissant fut jadis la tâche principale des arts plastiques. Il faisait partie de l'architecture. Il lui était indissolublement lié. Aujourd'hui, chacun d'eux vit une vie autonome, donc il s'agit de les réunir. Au fond, cette illustration montre que la synthèse entre les arts doit s'effectuer pour se réaliser, non pas à brève échéance, mais dans un temps lointain, dans l'architecture. Et Gropius, dans ce programme, appelle les architectes, les sculpteurs, les peintres à revenir au métier. C'est-à-dire que les artisans et les artistes ne doivent plus être séparés et la vraie source de l'imagination créatrice est dans une collaboration entre artistes et artisans. Formons donc une nouvelle communauté d'artisans dépourvus de l'arrogance de cette division en classes qui souhaite établir un mur d'orgueil entre les artisans et les artistes. Et la fin du programme annonce justement le sens de cette cathédrale, l'architecture, la sculpture, la peinture, qui va de milliers de mains d'artisans monter jusqu'au ciel, symbole de cristal de la foi nouvelle à venir. Il y a là un programme pour une école qui se trouve où? Qui se trouve à Weimar. Pourquoi Weimar? Une école avait été ouverte par un architecte belge, Henri van de Velde, lequel avait été appelé par le duc de Saxe-Weimar à rénover la formation des spécialistes des métiers d'art. À l'époque, il y a une concurrence très très grande entre l'Angleterre et l'Allemagne pour ce qui concerne l'écoulement des produits utilitaires provenant des métiers d'art. Il faut donc rénover les métiers d'art pour que l'Allemagne, et notamment le duché de Saxe-Weimar, ne perde pas ses marchés. Et l'architecte Henri van de Velde est appelé par le duc, le grand-duc de Saxe-Weimar, à réformer l'enseignement des métiers d'art. Bon, il va demander au grand-duc s'il est possible de fonder une école. Et le grand-duc accepte, et cette école, il va en établir les plans, et il va essayer de donner un enseignement qui ne soit pas un enseignement répétitif, imitatif des produits utilitaires. Car les métiers d'art se trouvent dans une crise. Et pour surmonter cette crise, il faut développer l'invention créatrice. Donc, il va ouvrir cette école et en 1913, cette école aura 80 élèves. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a la guerre de 14 qui arrive et
Van de Velde va continuer difficilement. En 1915, comme il est belge, il se sent écarté de la vie en Allemagne, plus ou moins conspué et stigmatisé, et il décide de rentrer en Belgique. En 1916, cette école n'a donc plus de directeur. C'est l'école des arts décoratifs de Weimar, et Gropius pose sa candidature à la direction de cette école. La candidature n'est pas trouvée satisfaisante par les autorités du duché de Saxe-Weimar, et on en reste là. Mais en 1919, suite à la révolution de 1918 qui se passe en novembre 1918 et qui met à bas le régime impérial, Gropius revient à la charge et présente un programme pour prendre la direction de cette école. Mais qui est Gropius? C'est un architecte de 36 ans, d'une famille d'architectes berlinois, et sa formation est celle d'un ingénieur du bâtiment. Comme beaucoup de membres de cette génération dont j'ai parlé, il est hostile à ce qui est l'enseignement de l'art et de l'architecture avant 1914. Et il participe avant 1914 notamment à la vie d'une organisation qui s'appelle l'Union allemande pour l'œuvre. L'Union allemande pour l'œuvre, c'est une organisation qui vise à réunir artisans, artistes et industriels afin d'ennoblir les produits industriels. Et la perspective est évidemment d'essayer d'équilibrer ces trois groupes, artisans, artistes et industriels. Là, dans cette union pour l'œuvre, Gropius fait la connaissance de Henri Van de Velde, qui est également membre de l'association. Et il va participer avec lui, notamment, à une exposition à Düsseldorf en 1914, où un conflit se dégage. Ceux qui sont plutôt favorables à la primauté de l'industrie, aux exigences des industriels, pour produire des formes qui soient vendables, et d'autre part, les artistes qui défendent une originalité de ces formes, parce que sinon les standards s'imposeront qui seraient tout à fait adaptés à des produits industriels de basse qualité. Et Gropius prend le parti de Van de Velde qui, lui, défend la primauté de l'artiste. Pourquoi? Parce que dans les formes artistiques, il y a un esprit qui passe, une forme vie de cet esprit de l'artiste. Et le supprimer, ce serait tomber dans une banalité de produits. Gropius est assez contradictoire d'ailleurs, parce qu'en même temps, il se prononce pour une construction standardisée. À Düsseldorf, il présente les premières maisons standardisées avec des panneaux préfabriqués. C'est-à-dire que Gropius se rend compte qu'il est impossible d'être sur les positions retardataires des artisans. Il pense que l'avenir est dans le développement de l'industrie et donc dans des produits utilitaires qui seraient sortis à partir de modèles.
déjà, il pense vraisemblablement à former des élèves qui agiraient dans cette perspective. Au moment de la Révolution, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Il y a divers mouvements qui se forment. Cette révolution, elle donne naissance à des conseils d'ouvriers et de soldats. Et de la même manière, dans les arts, il y a un conseil de travail pour l'art qui se forme et qui réunit justement les architectes d'avant-garde de l'époque. Gropius va y adhérer. Vous avez là le bois gravé qui a été réalisé par un peintre expressionniste, et vous avez justement cet élan qui est donné par des personnages qui portent avec eux tous les moyens de travail qui sont utilisés en art. Et l'élan qui est donné, c'est justement l'élan de cette révolution de 1918 qui peut transformer complètement les conditions de travail dans le domaine artistique. L'idée principale de ce conseil de travail pour l'art, c'est que les artistes doivent s'intégrer à la société. Il n'y a plus d'artistes isolés, il y a une communauté sociale où l'artiste trouve sa place. Et Gropius est partisan de cela parce qu'il a constaté que dans les écoles de beaux-arts traditionnelles, eh bien, les artistes sont très souvent considérés comme des parasites à l'intérieur de la société. Ils ne trouvent pas de travail et donc il s'agit d'intégrer l'ensemble de la vie artistique à la vie sociale. C'est la grande nouveauté de ces changements qui sont demandés par une relative importance des groupes d'artistes. Là, vous avez l'école de Weimar qui a été ouverte par Henri van de Velde. Et vous vous apercevez évidemment que cette école a un style particulier. Van de Velde était attaché à ce qui a été appelé l'Art nouveau. Et le style de cette école, c'est l'Art nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, elle a été fermée pendant la guerre, elle a été abandonnée et elle a même servi d'hôpital militaire. Donc, Gropius, en 1919, quand il pose sa candidature pour diriger cette école, parce que, dit-il, il est tenté par une réforme artistique et il voudrait former des élèves en conséquence, une réforme notamment de l'architecture. Il découvre une école abandonnée avec des ateliers qui ne fonctionnent pratiquement plus, un atelier de lithographie, un atelier de tissage, un atelier de poterie et de céramique. C'est évidemment très peu pour faire fonctionner une école. Il va donc avoir des discussions avec les responsables politiques et artistiques de l'époque, et la direction de l'école des beaux-arts n'existant plus, un groupe de professeurs de cette école des beaux-arts va lui demander s'il veut prendre la direction de leur école. D'où un compromis qui surgit. Gropius va diriger les deux écoles et les deux écoles vont fusionner. Bon, quel est son projet? C'est de former des élèves
à cette communion entre artisans et artistes. Il va appeler cette école le Bauhaus. Or, le Bauhaus, le terme lui-même n'existe pas, il l'invente. Il l'invente et il signifie ce terme la maison de la construction, la maison du bâtiment. Autrement dit, tout ce qui concerne la construction d'un bâtiment sera envisagé dans l'enseignement de cette école. Le terme, il l'utilise pour la première fois en mars 1919 et en avril 1919, il publie le programme avec le bois gravé de Lionel Feininger et en octobre 1919, les premiers élèves arrivent à cette école. Ce qui se passe au bout de quelque temps, c'est que les professeurs de l'école des beaux-arts ont de la difficulté à s'adapter au travail avec les artisans. Ils ne sont pas initiés au métier d'art. Et bientôt, Gropius se trouve dans un cul-de-sac. Il a entrepris une réforme artistique avec des points de vue tout à fait originaux. C'est une école mixte. Elle réunit 106 garçons et 101 filles. Et d'autre part, pour y entrer, il n'y a plus besoin de présenter un diplôme. Il suffit d'avoir un entretien et de montrer qu'on est compétent pour suivre les cours. Donc c'est tout à fait nouveau. Mais la situation avec les professeurs de l'ancienne école des beaux-arts produit une difficulté insurmontable. Et en 1920, eh bien, tout simplement, il est obligé de supprimer cette fusion. Par un compromis politique, on lui laisse la direction de l'école des arts décoratifs qu'avait construite Henri van de Velde, mais l'école des beaux-arts va retrouver une existence normale. Qu'en est-il de la situation à l'époque? Vous voyez à travers ce sigle de l'École supérieure des arts appliqués de Weimar, de l'École des arts décoratifs, que le style, c'est celui de l'Art nouveau qui a été choisi par Henri van de Velde. Et bientôt, un autre style va se dégager, un sigle pour le Bauhaus qui est de 1923, qui est d'un peintre qui s'appelle Oskar Schlemmer. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, Gropius a engagé un peintre pour établir un cours préliminaire concernant tous les étudiants. Il s'appelle, ce peintre, Johannes Itten. Et justement, il est expressionniste. À travers l'expressionnisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la référence à une spontanéité créatrice. Et Itten, il est partisan de développer l'épanouissement des étudiants en les vidant complètement des conventions qu'ils ont pu emmagasiner. Et c'est un cours qui permet pour les individus de retrouver leur personnalité profonde. Mais en même temps, c'est un cours qui, à travers cet épanouissement qui va se dégager,
ne pousse pas à une production d'objets. Et Johannes Itten ne va pas vouloir s'adapter aux exigences de production du Bauhaus, car Gropius se trouve évidemment dans une contradiction. S'il a ouvert cette école, c'est à la fois pour changer le système de production des objets utilitaires, mais aussi pour produire. Donc, cette paralysie de la production va pousser à expulser Johannes Itten du Bauhaus. De quoi dispose Gropius quand il arrive? Des ateliers qui ne fonctionnent pas, la misère qui règne en Allemagne, le froid, c'est-à-dire rien du tout. Il ne peut pas produire dans les ateliers qui sont à sa disposition. Et il va essayer tout de même de pousser les étudiants, les élèves à réaliser quelque chose grâce à une amitié avec un entrepreneur de bois qui démonte les bateaux, qui utilise le bois, qui s'appelle Adolf Sommerfeld. Les étudiants, les élèves vont construire une maison. C'est une maison en bois. Elle ressemble à une maison en bois dans la prairie américaine. Elle n'a rien des programmes que souhaitait Gropius. Les élèves vont même faire des sculptures sur les portes. Tout cela est évidemment une réalisation. La maison Sommerfeld est inaugurée à la fin de 1920, mais cela ne représente absolument pas les ambitions de Gropius avec le Bauhaus. De la même manière, la fabrication des objets reste artisanale. Et c'est tout le conflit qui existe. Faut-il produire, continuer à produire avec des méthodes artisanales? Vous avez une applique murale, par exemple, réalisée par un élève. Elle est complètement artisanale, elle est au mur et il faut la tirer pour pouvoir disperser la lumière. En fait, Gropius imagine, et l'image de l'illustration de Lionel Fagnier en donne une idée, une collaboration entre artisans et artistes avec l'idée d'une communauté sociale, d'un travail communautaire qui s'intégrerait dans une communauté sociale acceptant la collaboration et les produits qui en sortent. En fait, il va donc engager des artistes, il va engager Paul Klee, Vassili Kandinsky, des artistes d'avant-garde, comme maîtres de forme, pour donner un processus d'invention artistique à la collaboration avec les artisans. Et le système du Bauhaus va être fondé sur une distinction relevant des guildes du Moyen-Âge, effectivement, entre maîtres de forme et maîtres des techniques. Les artistes sont des maîtres de forme et les artisans sont des maîtres des techniques. Le résultat ne va pas être satisfaisant au début, puisque les méthodes ne permettent pas d'intégrer des produits qui pourraient être
standardisés par l'industrie. Et vous avez par exemple la réalisation d'un fauteuil de la part de Gropius lui-même en 1923. Vous voyez que c'est un fauteuil massif qui n'a rien de moderne. À l'époque, de la même manière, l'un des élèves, Marcel Breuer, confectionne une chaise qu'il appelle chaise africaine, qui est fondée sur l'artisanat, sur des ornements, mais qui n'a rien du moderne que l'on peut exiger d'une telle école. Et au fond, Gropius va avoir le couteau sous la gorge de la part des autorités politiques de Saxe-Weimar. Il s'agit de montrer, car l'école revient cher tout de même, il y a des subventions, donc il s'agit de montrer que l'école sert à quelque chose. Et tout va culminer après le renvoi d'Itten dans la préparation d'une exposition pour montrer tous les travaux du Bauhaus de Weimar. Voilà la chaise qui sera présentée par Breuer à cette exposition. Ah. Voilà la chaise qui sera réalisée par Marcel Breuer lors de cette exposition. C'est une chaise qui est déjà conçue avec des formes élémentaires. Il n'y a plus d'ornement, elle est en bois. Parce que la seule matière que l'on trouve facilement, c'est le bois. D'autre part, un peintre, Georg Muche, va imaginer les plans d'une maison sur une colline, et on s'aperçoit justement qu'il y a là la volonté de montrer quelque chose de moderne. Il s'agit, pour ainsi dire, de deux cubes qui sont entassés l'un sur l'autre. L'aménagement lui-même, vous le voyez, est réduit à des formes élémentaires. Et c'est ce qui va marquer toute la production de l'époque, à travers des matériaux rudimentaires, des formes épurées, des formes élémentaires, pour essayer de produire plus facilement. Cette voie, malheureusement, va bientôt être compromise par la situation politique. L'école est conspuée par la droite et l'extrême droite à Weimar. Les élèves du Bauhaus sont considérés comme des originaux. Tout cela n'est pas très sérieux. Et vu les résultats, eh bien, on va décider de fermer l'école. L'école, Gropius a remplacé Itten par un artiste qui a inauguré un autre type de cours préliminaire qui s'appelle Laszlo Molinacz, qui est constructiviste et qui donc est attiré par ce problème de formes élémentaires, de volume dans l'espace. Et malgré tout, le résultat n'est pas édifiant et le Conseil des maîtres va décider de fermer l'école en 1925. Là-dessus, le maire d'une ville à 80 km à peu près de Berlin, Dessau, qui est un maire libéral, appartenant à un petit parti qui est en voie de disparition, le Parti démocratique, il s'appelle Fritz Hesse,
il a besoin de développer Dessau et il va faire appel à Gropius en lui proposant un contrat. Gropius construira une école nouvelle et construira en même temps tout un bloc d'habitation. Et Gropius va accepter ce contrat. Donc, le Bauhaus va déménager. Il va déménager en 1925, mais il va fonctionner dans des locaux de circonstance jusqu'à ce que la construction des bâtiments de la nouvelle école soit réalisée. De mars à septembre 1926, ces bâtiments vont être construits. Et voilà justement l'architecture, c'est une vue d'époque, qui est imaginée par Gropius. Ce sont 3 bâtiments qui communiquent, et notamment qui communiquent par une passerelle avec un toit en terrasse, et c'est la fameuse architecture moderne qui mélange l'acier, le verre et le béton. Cette architecture est mal vue en Allemagne et elle est conspuée à travers justement ces réalisations de Gropius à Dessau. Vous avez plusieurs images ainsi qui montrent les bâtiments de Dessau. Et là, vous avez l'intérieur. Il se trouve que le foyer en haut et la salle d'enseignement en bas, avec les ateliers, sont effectivement réduits à des formes beaucoup plus élémentaires, sans ornement, que sous l'Art nouveau de Van de Velde. L'amphithéâtre lui-même, les sièges ont été imaginés par Marcel Breuer, qui s'occupe de l'atelier de menuiserie, et qui est un ancien élève. Et voilà la maison des maîtres, car Gropius imagine également que les maîtres peuvent disposer de logements. Kandinsky, par exemple, va loger dans l'une de ces maisons. Le Bauhaus de Dessau va alors s'ouvrir à la fin de 1926, il va être inauguré à la fin de 1926, et les maîtres de forme ou maîtres de technique ont le titre de professeur. C'est-à-dire que tout change. L'école devient une véritable école supérieure d'enseignement de la création des formes. C'est une phase qui va marquer toute la vie du Bauhaus, car les ateliers sont alors modernes, une imprimerie est ouverte, Molinage va être responsable de l'édition d'une collection de livres du Bauhaus et notamment la réclame, la publicité à travers un autre élève, Herbert Bayer, va se développer et une invention d'une nouvelle typographie va avoir beaucoup de succès. C'est-à-dire que les étudiants ont toujours un cours préliminaire. Et ce cours préliminaire, il est tenu par un ancien élève qui s'appelle Joseph Albers et qui, lui, développe plutôt l'utilisation des matières, de toutes les matières que l'on peut trouver. Comment imaginer, à partir de la moindre matière que l'on peut trouver, quelque chose de nouveau. Il y a une part de bricolage dans cet enseignement d'Albers qui pousse à un épanouissement des élèves à travers une invention créatrice. Ensuite, après ce cours préliminaire, il y a le choix des ateliers. Le travail en atelier est obligatoire pour tous les étudiants et à la fin de ce travail en atelier, à travers plusieurs semestres, il y a le choix d'une spécialité.
l'enseignement conduit à la formation, au fond, d'inventeurs de formes. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des designers. Et le travail est un travail industriel. Il s'agit de créer des modèles qui peuvent être standardisés et produits industriellement avec la collaboration de l'industrie. Donc, à Dessau, Gropius arrive à peu près à l'idéal qu'il s'était promis. À cette différence près que la communauté sociale dont il rêvait a disparu et qu'il s'agit de produire des modèles destinés à trouver des contrats commerciaux. C'est ainsi que du papier peint va être créé avec une firme qui s'appelle la firme Rasch. C'est ainsi que Marcel Breuer va construire, réaliser des meubles et notamment des chaises tubulaires parce que c'est facile à produire, c'est léger, avec une firme qui va les commercialiser à grande échelle. Donc vous avez diverses chaises de Marcel Breuer créées à Dessau à partir de matériaux nouveaux, notamment les tubes, et ils vont être produits, tous ces meubles, par une firme. De la même manière, l'atelier du métal, qui est dirigé par Molinage, va produire des formes d'éclairage, des lampes. Par exemple, Marianne Brandt, qui est une ancienne élève de Weimar, va créer des lampes extrêmement modernes, simples, et qui vont trouver acquéreurs de la part de firmes commerciales. Elle va créer des services à thé également, et toute cette production s'écoulera plus difficilement à partir du moment où l'Allemagne entre dans une crise économique. Et Walter Gropius va sentir venir de nouvelles difficultés qui vont lui rappeler les difficultés qu'il a connues à Weimar. À Dessau, les nazis vont déjà entrer au conseil municipal. L'opposition de droite et d'extrême droite va être forte. Le Bauhaus est conspué, on l'appelle dans la rumeur publique l'aquarium. Et cet aquarium, évidemment, sa qualité technique commence un peu à faillir, il faudrait des réparations. L'architecture, jusque-là, n'a pas été enseignée ni à Weimar, ni à Dessau. Mais en 1927, Gropius décide tout de même un enseignement de l'architecture. Et il contacte un architecte suisse qui s'appelle Hannes Meyer. Il a été assez séduit par certains de ses travaux parce que Hannes Meyer collabore avec les syndicats, avec le mouvement de coopératif qui existait en Suisse, et il est parvenu à des réalisations modernes, mêlant à la fois toutes les exigences d'hygiène, de clarté, etc. Et donc, il demande à Hannes Meyer de créer ce cours d'architecture. Hannes Meyer pose une condition. Il n'entrera au Bauhaus que s'il y a collaboration entre tous, architectes et élèves, sur les chantiers. Cela n'aurait aucun sens, dit-il, d'accepter une autre forme d'enseignement
car on tomberait sinon dans une forme d'enseignement technique. Donc, Hannes Meyer enseigne l'architecture et Gropius, se trouvant en décalage par rapport à l'évolution de la société allemande, va décider de quitter le Bauhaus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a été privé de toute construction, ou presque, et la construction redevient possible en Allemagne. Et il est submergé en plus par toutes sortes de papiers administratifs. Donc, il quitte le Bauhaus avec 3 élèves, notamment Marcel Breuer, Herbert Bayer et Molinage. Et la direction, il va la confier à Hannes Meyer. Et on a une autre phase du Bauhaus, à ce moment-là à Dessau, où en 1928, Hannes Meyer prend la direction du Bauhaus et chamboule complètement le programme d'enseignement, en ce sens qu'il développe une formation beaucoup plus poussée des élèves. Le cours préliminaire reste, il est toujours d'ailleurs donné par Joseph Albers, mais les travaux en atelier deviennent beaucoup plus dans un équilibre entre les sciences dures et les sciences humaines. Et il y a un peu une marginalisation de l'enseignement artistique proprement dit, parce que les cours de peinture, par exemple, par Kandinsky, deviennent des cours libres de peinture. N'y vont que les élèves intéressés par cet enseignement de la peinture que donne Kandinsky. L'idée d'Hannes Meyer, c'est d'ouvrir complètement le Bauhaus à la réalité sociale. Et il inaugure, par exemple, des cours de gymnastique. Il fait entrer des conférenciers parlant du cinéma. Les sciences humaines prennent une grande importance. La communauté sociale imaginée par Gropius est davantage, avec Hannes Meyer, orientée vers la réalité de la société allemande. Cette intégration des élèves, elle est manifeste dans la vie politique. Il se crée, par exemple, une cellule communiste au Bauhaus. Et Hannes Meyer se voit exigé par la municipalité de supprimer cette cellule communiste. Ce qu'il fait. Mais on est si peu satisfait de lui, en raison justement de son attitude politique. Le Bauhaus, c'est un établissement qui a la réputation d'être d'extrême gauche, judéo-bolchevique, et on monte une cabale contre Hannes Meyer sous le prétexte qu'il a cotisé, par exemple, pour une grève de mineurs. Donc il y a confusion entre son poste et son attitude politique, et il apprend en août 1930 qu'il est limogé. Donc Dessau n'a plus de directeur, il faut en trouver un autre, et on va en chercher un autre parmi les grands architectes d'avant-garde de l'époque, un confrère de Gropius qui a d'ailleurs partagé l'atelier d'un autre architecte avant 1914, donc il le connaît très bien, Ludwig Mies van der Rohe. Et Ludwig Mies van der Rohe est chargé de faire le ménage à l'intérieur du Bauhaus, c'est-à-dire que tous les élèves sont obligés de remplir un formulaire selon lequel ils ne se livreront à aucune activité politique à l'intérieur de l'école. De plus, les élèves sont maintenant incités à
prendre des chambres en ville. Et donc il n'y a plus cette communauté qui existait à l'intérieur même de l'école. Gropius avait créé des fêtes qui, justement, créaient le ciment entre les élèves à l'intérieur de cette communauté. Des fêtes et un théâtre qui fonctionnait grâce à Oskar Schlemmer. Et maintenant, l'école va se réduire à un enseignement essentiellement technique. Jusqu'au moment où, malgré la bonne volonté de Ludwig Mies van der Rohe, eh bien, on va décider de fermer l'école. Le prétexte, c'est que le Bauhaus prend l'eau, il y a des infiltrations sur le toit, toutes ces réparations coûteraient très cher et le fonctionnement n'est plus assuré. Donc, 1932, août 1932, l'école est décrétée fermée. Que fait Mies van der Rohe? Il va à ce moment-là imaginer poursuivre l'enseignement donné au Bauhaus. Dans une usine désaffectée de téléphone de Berlin, et il va refonder d'une certaine manière le Bauhaus, mais les ateliers qui vont exister sont très peu nombreux, et il y a toujours l'atelier de tissage. Et finalement, à travers cette autorité de Mies van der Rohe, essentiellement professeur d'architecture alors, l'établissement devient plutôt une école d'enseignement supérieur, une école d'enseignement technique supérieur. Jusqu'au moment où, de nouveau, l'école est suspectée de faciliter la propagande communiste. Entre-temps, les nazis sont parvenus au pouvoir. En janvier 1933, fin janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Et les nazis de Dessau vont, et de Berlin ensuite vont prendre évidemment beaucoup d'importance. À Berlin, ils vont faire des perquisitions à l'école. Ils vont prétendre qu'il y a de la propagande communiste et ils vont décider de fermer l'école. Des négociations vont avoir lieu avec Mies van der Rohe et le Conseil des maîtres. La décision de la police de fermer l'école est d'avril 1933 et tout de même les maîtres hésitent. Il y a des compromis peut-être possibles, il y a des élèves qui entrent en relation avec les responsabilités qu'ont prises certains nazis, et on aboutit à une exigence, le renvoi d'un certain nombre de professeurs. Sinon, le Bauhaus sera complètement dissous dans cette usine désaffectée de Berlin. Le Conseil des maîtres va se réunir sous la présidence de Mies van der Rohe et ne va pas accepter cette condition. Et le Bauhaus, du coup, va être dissous, évidemment, malgré l'effort de certains élèves qui étaient tentés par les relations avec les nazis pour continuer à produire des objets utilitaires sous le Troisième Reich. Donc, quelle est la conclusion de tout ça? On s'aperçoit que Gropius imagine une école complètement nouvelle, où la communauté même de l'école
est comme une sorte d'exemple, de modèle d'où va se dégager la communauté sociale future et le couronnement futur, l'architecture qui regroupe absolument tous les arts. Les différentes phases, il va y en avoir 7, montrent qu'il y a des Bauhaus différents. Il n'y a pas un Bauhaus. Et quand on parle du Bauhaus, il faut savoir de quel Bauhaus on parle. Il y a le Bauhaus expressionniste jusqu'à la fin de 1920, au moins, 21. Ensuite, il y a le Bauhaus influencé par Moholy-Nagy, qui est davantage du côté de la création de modèles. Enfin, il y a à Dessau vraiment l'envolée vers la collaboration avec l'industrie, avec la création à ce moment-là d'un enseignement de l'architecture, pour finir à travers Mies van der Rohe à Berlin, dans une école relativement classique, avec tout un aspect autoritaire, qui est plutôt d'enseignement technique. Alors que retenir de la leçon que nous donne le Bauhaus? Évidemment, il y a eu un enseignement nouveau qui a été donné, et c'est ce qui a fait la réputation de cette école. En général, les promotions comptaient environ une centaine d'élèves, ce qui permettait à tous de travailler efficacement. Et le travail de collaboration pour des projets commerciaux était possible. Mais au fond, le Bauhaus suit l'évolution de la société allemande. Son originalité, c'est que, quand on voit l'aspect historique, il s'inscrit très exactement dans l'évolution de la République de Weimar. Il était installé à Weimar et il se trouvait que quand il était installé à Weimar, avaient lieu les réunions de l'Assemblée nationale constituante pour élaborer la constitution de Weimar. Donc finalement, la naissance du Bauhaus est extrêmement liée à la naissance de la nouvelle Allemagne républicaine. Et il va pâtir, le Bauhaus, de l'évolution générale de la société allemande, avec un retour très fort de la droite progressivement. Donc la leçon que l'on peut tirer, c'est que c'est une école moderne qui a produit des objets utilitaires modernes, encore commercialisés, par exemple les modèles de Marcel Breuer, de chaises et de fauteuils, ou les modèles de Marianne Brandt pour les lampes, mais qui n'a pas eu d'influence profonde sur la société allemande, alors que c'était l'espoir de Gropius d'une intégration dans une humanité nouvelle. Le Bauhaus a connu une réputation, une renommée internationale, et aujourd'hui, il est plus ou moins mythifié. Le mythe du Bauhaus, c'est un ensemble de croyances sur ce qu'il représente. Eh bien non, cela n'a jamais été une école d'architecture, même à Dessau. Non, tous les produits utilitaires nouveaux, modernes, ne sortent pas du Bauhaus dans le monde. Il n'y a pas de style vraiment Bauhaus. On a affublé le Bauhaus d'un style, mais au fond, c'est un style international qui s'est développé. Enfin, le Bauhaus n'est pas à l'origine des villes démentielles avec des gratte-ciel.
Donc, c'est un ensemble d'erreurs qui circulent sur le Bauhaus. Mais ce mythe est toujours, évidemment, productif, puisque l'Allemagne revendique maintenant cet héritage culturel et, après avoir sorti des timbres, toute une série de timbres en hommage au Bauhaus, le centenaire du Bauhaus, en 2019, a conduit à l'ouverture de nouveaux musées et à des recherches nouvelles sur son existence. En fait, le Bauhaus, c'est 14 ans d'existence et 3 fermetures. Et c'est un privilège absolument exceptionnel, et c'est là où on retrouve justement l'esprit de révolte. Qu'est-ce que c'est que la révolte? C'est l'indignation contre un état de choses, et au fond, c'est grâce à l'indignation d'un certain nombre d'individus que, malgré les difficultés économiques, politiques, le Bauhaus ait pu survivre 14 ans. Que se passe-t-il après la fermeture? Eh bien, une partie des enseignants du Bauhaus, dont Gropius, dont Mies van der Rohe, va espérer s'en tirer sous le Troisième Reich en continuant d'y travailler. Ce qu'on pensait à l'époque, c'était très répandu, c'est que Hitler ne tiendrait pas 6 mois. C'est que le régime nazi ne tiendrait au pire que 2 ou 3 ans. Et Mies van der Rohe, aussi bien que Gropius, vont se compromettre dans des expositions organisées par les nazis. Par exemple, l'un des projets de Gropius porte très nettement le drapeau à croix gammée. Devant l'impossibilité de travailler sous le Troisième Reich, ces enseignants vont, pour la plupart, émigrer en Angleterre, aux États-Unis, et évidemment, leur influence va se poursuivre, notamment aux États-Unis. Gropius et Mies van der Rohe vont construire des gratte-ciel. Mais il va organiser, Gropius, une très grande exposition du Bauhaus en 1937 aux États-Unis. Son Bauhaus à lui, c'est-à-dire jusqu'en 1928. Et évidemment, toute une partie du Bauhaus, celle qui concerne Hannes Beyer, va être plus ou moins évacuée. Étant donné que sur sa durée, le Bauhaus a formé environ 1000 élèves, 1100, 1200 élèves. Ces élèves vont se disperser. Certains vont devenir des producteurs de publicité, de réclames. D'autres vont devenir des architectes ou alors des producteurs d'objets utilitaires. Et évidemment, ce qu'était le Bauhaus, l'esprit du Bauhaus va se poursuivre à travers tout de même cette influence de certains élèves, de certains anciens élèves qui ont parcouru le monde, qui ont émigré eux aussi. Et je vous donne un exemple à travers ce bâtiment. Pour un kibbutz en Israël, de la part d'un architecte, Munio Gitai, c'est le père du cinéaste Amos Gitai, et l'héritage du Bauhaus est bien sûr évident, avec de grandes ouvertures, des baies, des toits plats et une circulation à l'intérieur du bâtiment. Munio Gitai va d'ailleurs être assez exemplaire dans son parcours, puisqu'il va émigrer, il va être emprisonné
d'abord pour propagande anti-nazie, et ensuite il va émigrer en 1934 en Palestine, et il va s'illustrer en Israël à travers des architectures sous un angle social, c'est-à-dire il va construire des écoles, des hôpitaux, des kibboutz, etc. C'est un exemple de l'héritage du Bauhaus, essentiellement à travers la personnalité de Hannes Meyer, dont il a été l'élève. Aujourd'hui, le Bauhaus donne lieu à beaucoup de fantaisie, à des films, à des romans, des histoires entre les élèves, mais aussi à des polémiques. C'est un exemple, évidemment, de cette survie aussi, puisque ce qui pose problème à travers le Bauhaus, c'est qu'il a reflété absolument tous les conflits de la société allemande. Il n'était pas isolé. Donc, par exemple, aujourd'hui, on discute beaucoup du féminisme et de la présence des femmes à l'intérieur du Bauhaus. Y avait-il un antiféminisme qui faisait que les élèves filles étaient surtout destinés au tissage et pas à d'autres ateliers? Le problème est posé. Il y a tout de même beaucoup de garçons élèves du Bauhaus qui se sont mariés avec des filles élèves du Bauhaus, et une grande partie de ces filles se sont réalisées aussi à travers des travaux originaux. Le cas, évidemment, de Marianne Brandt est exemplaire à travers, justement, les formes qu'elle a pu développer et qui sont toujours commercialisées. Merci d'avoir suivi cette conférence en ligne sur ICI-TV, et rendez-vous à la mi-mars pour la prochaine conférence qui sera consacrée au cinéma de la nouvelle vague, et la conférence sera animée par Alain Rioux.